Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de tourner. En effet, aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse un petit point sur mon bilan de l'année passée, que je vous explique un petit peu comment je m'organise pour coudre, pourquoi j'en suis venue là et pourquoi surtout nous nous sommes lancés le défi de coudre entièrement tous les vêtements de notre garde-robe. Donc je vous rappelle qu'on est 4 à la maison. Il y a donc de la couture femme pour moi, de la couture homme pour Franck, de la couture enfant. Donc j'ai une petite fille de 6 ans qui a eu 7 ans hier et un petit garçon de 2 ans. Donc voilà, et de vous expliquer un petit peu pourquoi on en est venu là et comment on s'organise. Quels sont les impacts dans notre quotidien et si à tout jamais vous auriez envie de vous lancer, je vais vous donner tous mes conseils pour y arriver. Je pense que tout est dit pour mon intro. Allez, on commence tout de suite. Première chose, pourquoi est-ce que nous nous sommes lancés ce défi un petit peu fou de nous affranchir des magasins de prêt-à-porter? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours été attirée par la couture. J'ai toujours été attirée par les vêtements, les chaussures. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Pour des raisons très personnelles, qui sont que je pense que je viens d'une famille de fashionista. Voilà. Ma maman a toujours eu beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures. Donc c'est quelque chose qui forcément m'a beaucoup influencée et ça je pense qu'elle le tient de sa mère, donc de ma grand-mère maternelle. Depuis que je suis toute petite, ma grand-mère me montrait ce qu'elle appelle elle ses toilettes, donc ce sont des tenues coordonnées de la tête aux pieds avec des pièces qui sont parfois fabriquées sur mesure car soit elle cousait, soit elle le faisait faire. Elle assortissait toujours ses boucles d'oreilles avec sa veste. Voilà, donc c'est quelque chose qui, de par mon côté maternel, m'a toujours influencée, on va dire. Et du côté paternel, alors, une histoire un petit peu plus compliquée, mais qui, je pense, a vraiment façonné mon goût pour la mode. Je suis fascinée par la haute couture, et ça depuis toujours. Parce que en fait, ma grand-mère paternelle était dans le milieu. Ma grand-mère, avec qui je n'ai plus de contact malheureusement aujourd'hui, mais avec qui quand j'étais enfant, j'allais passer des vacances entières chez elle, m'a transmis le goût déjà du tricot, c'est elle qui m'a appris à tricoter, de la broderie aussi, du canevas, enfin elle me faisait faire beaucoup d'activités manuelles au niveau des travaux d'aiguille. Et ma grand-mère a fait sa carrière en tant que couturière. Alors à la base en tant que couturière pour Montana, il me semble. Oui, je crois que c'est Montana, la première marque pour laquelle elle a travaillé. Donc elle a commencé en tant que couturière et elle a fini mécanicienne modèle pour Dior à la fin. Donc un métier vraiment absolument passionnant. Elle a travaillé pour les plus grands, elle a travaillé pour Chanel, pour Yves Saint Laurent, pour Calvin Klein et donc elle a fini chez Dior. Moi ça a bercé mon enfance. Quand j'étais petite j'en ai pas vraiment pris conscience parce que pour moi c'était quelque chose de naturel. C'est en grandissant que j'ai compris, vraiment. Et mais du coup, mon regard d'enfant fait que moi, je jouais avec tous les boutons, avec les tissus. Elle avait des poubelles dans le grenier avec des montagnes de tissus. Donc je pense qu'elle m'a transmis ce goût de la collectionnite, c'est une évidence. Et en tout cas, pour les belles matières, pour les beaux vêtements, voilà. Donc pour moi, que ce soit du côté maternel comme du côté paternel, fabriquer ces vêtements, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est quelque chose qui est a priori possible. Mais c'est resté en fait tout ça enfoui en moi, ça attendait patiemment, voilà. Pendant des années, ça m'a pas travaillé. Et puis, un jour j'ai regardé un reportage qui s'appelle The Real Cost sur Netflix. Donc c'est un reportage qui traite de la fast fashion, des méthodes de fabrication de nos vêtements. Et ça a été un choc incommensurable, je me suis pris une grosse claque en regardant ce reportage. Et il en est sorti de ça que c'était plus possible pour moi de continuer de consommer ça. De cette manière-là, tout simplement.
Donc on a décidé de s'affranchir pour nous et nos enfants de la fast fashion et donc des magasins de prêt-à-porter. Ça a voulu dire pour moi aussi qu'il fallait que je me perfectionne quand même dans la pratique de la couture. Je commence d'un niveau 0, donc il a fallu que je me forme. Est arrivé à ce moment-là sur YouTube des youtubeuses comme Mounassou et surtout Elsa Couture, sur lesquelles je me suis appuyée pour me former. J'ai acheté les formations de Elsa, j'ai regardé tous ses tutos que je vous recommande fortement, mais elle est plus, enfin je pense que vous la connaissez tous, hein, elle n'est plus à présenter. Et donc j'ai acquis une certaine expérience comme ça. Et j'ai commencé par coudre les vêtements de Mia. Donc en fait la couture pour enfants, ça m'a permis d'éprouver les techniques de couture, de commencer à prendre confiance en moi sur la couture et de faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher, car les pièces pour enfants étant plus petites, on a plus le choix de se tromper. Ensuite, j'ai découvert les podcasts de Virginie de l'Atelier de Vie et de Emma de Friendly Couture, et là j'ai découvert Drissel Sofen et Benitex. Et donc là, c'est ouvert à moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas possible, je peux pas y arriver. Les portes, les chiens maintenant. Donc je vous disais que j'ai découvert ces deux sites-là et ça m'a permis du coup de fabriquer des vêtements à moindre coût. Mon discours, il ne se veut pas culpabilisant vis-à-vis de ça. Vous savez, j'ai acheté et j'ai consommé cette fast fashion pendant des années et des années. Ce serait très malvenu pour moi de juger les personnes qui continuent à le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir l'intérêt pour la couture, d'avoir les moyens d'investir dans du matériel, et d'avoir le temps nécessaire pour le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde fasse ça, que c'est la solution miracle, c'est loin de l'être. Donc c'est vrai que si on parle fabrication des tissus et prise de conscience vis-à-vis de la fabrication des matières premières, on va être clair, je ne suis pas dans une démarche éco-responsable. Vous le savez, j'achète Benitex, j'achète Drissel Sofen, ma mercerie, beaucoup c'est AliExpress. Ce qui ne m'empêche pas à côté d'acheter sur des sites type Cousette, Glitter Pupi beaucoup pour les enfants. Bon bref, j'essaye de faire travailler un petit peu tout le monde, on va dire. Ma mercerie qui est donc le quartier des tissus qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà, j'essaye de faire travailler tout le monde, mais on va pas se mentir, la majorité de mon stock, elle provient quand même de Drissel Sofen et de Benitex. Pour autant, je trouve que la question de acheter responsable vis-à-vis du tissu et de la fabrication, elle reste quand même entière. Déjà, ça demande un sacré budget, chose que je n'ai pas envie de consacrer vis-à-vis de ça aujourd'hui. Et de deux, l'offre n'est pas assez suffisante pour que je ne me sente pas frustrée. La pratique de la couture et le choix de dressing maison ne doit pas impacter ma frustration vis-à-vis du choix des vêtements. Et surtout que je vous rappelle que ça a un impact et sur Franck et sur les deux enfants. Moi, je ne veux pas que les enfants ils se retrouvent frustrés à devoir porter 4 vêtements par an parce que j'ai pas les moyens d'investir plus et que de toute façon, les choix sont restreints aujourd'hui. Je pense qu'à l'avenir, ça va changer. C'est dans le bon chemin. Il y a des marques vraiment de prêt-à-porter aujourd'hui qui font des choses formidables. Personnellement, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus vraiment parce que vu que je me suis mise au fait main, j'y trouve mon compte comme ça et ça me comble. Donc voilà. Mais pour autant, il y a des marques quand même qui sont très intéressantes et je pense que vis-à-vis de la fast fashion, on est dans le bon chemin, on va dire. Le choix de coudre son dressing, c'est aussi ça, l'impact. C'est une certaine forme de prise de conscience de ma part, donc avec des achats qui sont un petit peu différents. Et c'est vrai que je m'étais dit, oui, ok, t'élimines l'humain, donc le fait effectivement que les vêtements soient fabriqués par des gens et qu'ils soient exploités et que voilà, ils ne soient pas payés correctement, etc. C'est quelque chose, il ne faut pas non plus être hypocrite et dire oui, aujourd'hui, moi je suis complètement éco-responsable, j'ai zéro impact, c'est pas vrai. Le fait de se vêtir, c'est un besoin primaire, il y aura toujours un impact. Il y en aura toujours un. C'est quelque chose qui est très difficile à résoudre. Mais encore une fois, je vous laisse regarder ce reportage, il est très bien fait et il n'est pas forcément culpabilisant non plus, dans le sens où on vous explique que réellement, si on veut sortir de cette fast fashion, le problème est tellement complexe que c'est presque insolvable aujourd'hui. Donc c'est pas moi, avec mes petits moyens, je suis pas du milieu, je vois pas ce que je pourrais y faire, moi, personnellement, voilà.
Pour ce choix de faire le dressing maison de toute la famille, il part donc d'une volonté personnelle et d'un attrait pour la couture et aussi d'une prise de conscience. Vous mélangez tout ça et vous obtenez le défi qu'on s'est lancé, donc de se passer donc, de vêtements du prêt-à-porter. Donc ça c'est pour la partie pourquoi j'en suis venue là. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous la partie comment. Comment je fais, comment ça se passe concrètement. Alors moi j'aimerais que en fait les vidéos que je fais donnent envie à certaines d'entre vous de vous lancer dans ce défi-là, car moi j'étais pas persuadée au départ quand je m'y suis mise que ça allait fonctionner, et en fait je peux vous le dire, ça marche, c'est possible. C'est pas une utopie que de penser qu'on peut s'affranchir des magasins de prêt-à-porter. Non, non, aujourd'hui on peut. Vous avez du contenu YouTube à foison, ce que moi j'avais pas il y a 6 ans, on va être clair, pour apprendre toutes les techniques de couture. Vous avez des youtubeuses qui ont tous les styles possibles et imaginables, je pense, aujourd'hui dans la couture. Vous pouvez forcément vous y retrouver et vous inspirer de ce qu'elles font, etc. Moi, mon approche vis-à-vis de YouTube, elle est un petit peu complémentaire dans le sens où je coupe beaucoup de magazines et je trouvais que ça manquait un petit peu. Alors il y en a qui font des magazines aussi, mais Burda notamment. Moi j'ai commencé à apprendre à coudre comme ça. Ça a été une catastrophe, on va être clair. Si vous cherchez des explications claires et bien expliquées, vous passez votre chemin, vous n'allez pas chez Burda. Par contre, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, ma préférence va à la haute couture et Burda a cette approche haute couture qui me plaît énormément. Et en fait, ça me fait rêver de porter ces modèles-là. Et je suis toujours ébahie par le travail de ces gens qui créent les patrons de Burda, parce que vraiment, je les trouve vraiment de très très bonne qualité. Les explications, c'est clair, c'est compliqué, mais ils s'améliorent. Vous avez les Burda Easy, vous avez maintenant, je trouve dans les catalogues, c'est quand même beaucoup mieux expliqué. Et ça me permet d'avoir un choix illimité en modèles que j'avais donc dans les magasins de prêt-à-porter. Comme je vous l'ai dit, c'était important que je ne me frustre pas, et c'est le cas. Donc j'utilise Burda, j'utilise la Maison Victor, j'utilise Octobre, j'utilise Tendance Couture un petit peu, et j'aimerais plus coudre les coutures actuelles. J'en ai plein des numéros. Il y a la chaîne de Capécas, donc Capucine et Cassandra, qui cousent beaucoup de couture actuelle. Ça me donne vraiment envie. Il faut vraiment que je m'y mette. Alors j'ai déjà cousu un modèle de couture actuelle, mais je me suis plantée. Mais c'était un ratage mais complet. Il faudrait... Oh, je vais vous le montrer parce que je l'ai gardé tellement il est collector ce truc. Donc voici la bête. Donc en fait, à la base, c'est un t-shirt fluide, un top fluide, que je trouvais super beau et tout. Et j'avais ce coupon dans mon stock. C'est un coupon que j'ai acheté sur Dressenstoffen, il me semble. Donc en fait, c'est une maille jacquard avec du lurex dedans. Et j'avais 1 mètre. Et donc je me suis dit, oh là là, je vais le faire là-dedans, ça va être trop fort et tout. Sauf que donc j'ai décalqué le patron, j'ai fait mon truc. Et quand je l'ai enfilé, j'avais l'impression d'avoir enfilé une tête d'oreiller. En fait, c'est, je sais pas, dû au motif, le fait qu'il soit rigide, ça m'a fait un truc carré. J'ai dit ok, bon bah on change. Là donc j'ai pris mon vêtement, je me suis mise sur la table, j'ai pris mes ciseaux de couture et je sais pas ce qui s'est passé. Alors sur le coup j'étais hyper inspirée, je coupais dans un sens, je coupais dans l'autre. Ouais, je disais ouais je vais mettre une ceinture, je vais serrer dans le dos mais je vais laisser devant. Ah j'y suis allée, on aurait dit Karl Lagerfeld mais déchaîné, vous voyez. Et là je mets le truc, mais immonde. Mais c'est horrible. Mais alors déjà, il est trop court derrière et trop long devant. Du coup, j'ai froid avec. Donc c'est un gilet, je rappelle quand même. Donc j'ai froid avec. En plus, l'idée de froncer, de rajouter une ceinture, là, d'ouvrir devant alors que c'est pas, ça tombe pas bien. Donc ça fait pas joli. Le choix du tissu, non, ça rend pas. Ça rend pas ce que j'avais en tête. Et puis, en plus, il gratte. Parce que vous savez, on a tous le joker de la couturière. Le fameux joker de « Oh, je le mettrai à la maison ». Vous voyez très bien de quoi je veux parler.
Mais là, en fait, il gratte tellement que c'est même pas la peine. Puis alors, moi, déjà que les étiquettes, comment vous dire, je les supporte plus. Mais ce truc, du coup, je peux même pas le mettre pour me détendre, quoi. C'est foutu, mon coupon, hein, on est clair. Mais je le garde, en fait, parce que, je sais pas, j'ai une affection particulière pour mon fail. Donc voilà, mais en fait, donc du coup, mon expérience avec les coutures actuelles, bon, c'est pas top, quoi, mais j'aimerais vraiment essayer de faire les choses correctement, de les faire bien, prendre le bon choix de tissu, le bon modèle, etc. Et pas commencer à partir de mes délires avec mes ciseaux, là, faut que j'arrête ça. Faut que je le laisse aux autres. De toute évidence, ma grand-mère paternelle ne m'a pas transmis ça, hein. Je suis une bonne exécutante, mais pas, non, je suis pas... Donc tout ça pour vous dire que, en gros, c'est pour ça que je couds les magazines. J'ai l'impression d'avoir du choix, et c'est pas qu'une impression, j'ai du choix. Ça me coûte pas très cher, 6,50 € le magazine, c'est à peu près ça. Et dedans, j'ai plein de patrons, et ça me permet de couvrir les besoins pour tout le monde. Pour ce qui est des patrons indépendants, j'en ai quelques-uns. Je vais pas citer les marques, parce que je veux pas non plus leur faire de tort, c'est pas mon but. Mais j'en ai cousu 2. Alors, les modèles sont bien, mais je trouve qu'ils taillent pas très bien. Je trouve que, je sais pas, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas fou. Alors peut-être que je me suis pas tournée vers les bonnes marques, c'est probable. Ça veut pas dire que je n'essayerai pas de nouveau de coudre des patrons de créateurs. Mais alors là, je pense que je vais mettre beaucoup de monde à dos. Personnellement, je trouve qu'ils n'arrivent pas au niveau de Burda. Voilà, c'est un avis très personnel, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Personnellement, moi, j'ai pas retrouvé ce génie et ce côté, voilà, dans les autres patrons. Donc peut-être que ça me correspond moins, c'est possible aussi. En tout cas, voilà pourquoi je couds beaucoup de magazines. Donc vis-à-vis de mon approvisionnement en tissu, je vous en ai parlé, vous savez maintenant. Et puis, alors, j'ai un stock de fou. Je vous fais pas les hauls à chaque fois parce qu'en plus je veux pas créer de la frustration de votre côté, enfin ça peut... Voilà, donc je me freine vis-à-vis de ça, mais j'ai un stock de malade. Voilà, et c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose que j'aime parce que en fait ça me permet d'être spontanée dans la pratique de ma passion qu'est la couture. En gros, c'est je me lève un matin, je vois un coupon, bim, tac, association, pipi, je vais dans le magazine, et en fait, je me frustre pas comme ça. Après, vous savez, encore une fois, chacun a ses méthodes, chacun a sa manière de fonctionner. En tout cas, moi, c'est la mienne. Donc, stock de tissu, oui, beaucoup. Et j'ai jamais assez de place. J'en ai partout. J'en ai dans ma chambre, j'en ai dans une chambre, dans une autre chambre. J'en ai dans ma pièce couture, bien sûr. J'en ai partout. La mercerie, c'est pareil. Il me faut des boutons, il me faut des zips, il me faut du thermocollant, il me faut des élastiques de toutes les couleurs, il me faut des élastiques de toutes les largeurs, Donc j'ai du stock. Donc je me sers d'AliExpress beaucoup parce que moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant en termes de prix. La qualité est pas mal du tout et ça me permet d'acheter des grands métrages. Donc voilà, ça c'est pour le matériel. Vis-à-vis des machines à coudre. Alors, moi j'ai acheté le kaki il y a donc 4 ans, oui 4-5 ans, et j'en suis très contente. Franchement, pour 350 €, je crois que je l'avais acheté la machine, nickel quoi. Alors oui, c'est sûr, elle n'est pas parfaite, elle ne gère pas tous les types de matières, les boutonnières, faut passer son chemin. Mais franchement, pour 350 €, elle m'a permis de faire quand même tous les vêtements que vous voyez que je vous présente sont faits avec cette machine et avec ma surjeteuse. Donc c'est une Pfaff Hobbylock. Génial, elle est vraiment géniale cette machine là aussi. Elle vaut 400 €. Donc vous voyez, c'est pas non plus un budget de fou hein, vis-à-vis des machines que j'ai. Donc voilà. J'ai sauté le pas là pendant les vacances de m'acheter une machine de très bonne qualité. Donc c'est une Juki DX7. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast. Je ne l'ai pas encore vraiment éprouvée, donc je vais vraiment l'utiliser. Là c'est mon projet pour l'année prochaine. Il faut que j'utilise cette machine pour vous faire un retour. Maintenant je pense que je vais garder mon nœud kaki à côté parce qu'il y a certains réglages, notamment pour le côté aiguille double que j'ai
éprouvé et il fonctionne très bien. Donc je pense que je m'en servirai toujours pour faire mes finitions à l'aiguille double. Et vu que je couds beaucoup de mailles, bah, c'est beaucoup. Donc voilà, mais sinon en termes de matériel, voilà, ça reste quand même du matériel accessible. Une kaki à 350 €, vous pouvez vous lancer, enfin une machine dans cette gamme-là en tout cas, vous pouvez vous lancer et faire le dressing sans problème. On va parler maintenant organisation de mon dressing. Alors, j'ai regardé le reportage Marie Kondo sur Netflix, ça fait du bien. Après The Real Cost, ça vous fait du bien, ça voilà. Et c'est vrai que son approche, je l'ai trouvée intéressante, le fait de voilà, prendre conscience de ses vêtements, de prendre conscience que en fait on n'en porte pratiquement aucun de son dressing parce qu'il y a toujours quelque chose. Enfin moi j'avais ça en fait avec le commerce. C'est trop grand, c'est trop petit, ça pue quand je le mets, je suis pas bien dedans, ça me va pas. J'ai acheté ça mais je sais pas pourquoi. Bref, tous ces trucs, hein, toutes ces pièces là, ou des trucs qu'on n'arrive pas à associer, il n'y a jamais rien qui va avec, bon. Donc en fait, j'avais une grosse partie de mon dressing que je ne portais pas. J'ai pris la décision il y a 2 ans de les donner, donc je les ai mis dans des sacs. J'ai vidé 80% de mon dressing et je vous raconte pas, c'est pas une blague. On a fait le travail avec Franck et c'est vrai, 80% du dressing est parti au recyclage parce qu'en fait, suite au visionnage de ce reportage donc The Real Cost sur Netflix, j'avais pris la décision pour moi de ne plus racheter de vêtements. Quand j'allais dans les magasins, ça m'allait pas, je repensais toujours à ce reportage, donc du coup j'achetais plus. Donc j'utilisais mes pièces, ça je l'ai fait pendant 3 ans en fait, à porter les pièces que j'avais achetées, donc elles se sont très vite abîmées. Donc du coup, bah voilà, j'ai vidé 80% de mon dressing. Donc du coup, j'ai un besoin de vêtements importants pour moi et pour Franck, et les enfants en continu puisqu'ils grandissent. Donc, se pose l'autre question de comment je fais pour coudre, comment je m'organise pour sortir autant de pièces. J'ai beaucoup de vos commentaires où en fait vous me posez cette question, ou en tout cas en notant la productivité de ma couture, en me disant bah, écoute c'est fou les pièces que tu couds, c'est incroyable le nombre que tu arrives à sortir. Alors en termes d'organisation du temps, c'est très simple. Pendant longtemps j'ai cousu sur le coin de ma table à manger, de ma salle à manger. Donc je sais ce que c'est que de déballer, remballer sa machine à coudre et ses affaires pour coudre. Je l'ai fait pendant très longtemps. Il y a depuis 8-9 mois, j'ai la chance d'avoir un atelier. Donc j'ai une pièce dans laquelle mes machines sont déballées. Donc ça c'est un vrai gain de temps et c'est vrai que ça m'a grandement aidé à augmenter ma production de vêtements. Ensuite, j'ai une manière de coudre où en fait, dans ma journée, je vais utiliser mes temps morts. Donc tous ces temps où je ne fais rien, bah, plutôt que de ne faire rien, je vais coudre. Alors par exemple, concrètement, c'est le soir quand je dois cuisiner ou le midi quand je dois cuisiner, bah, sur les temps de cuisson, je vais coudre une manche, je vais finir un ourlet, voilà. Et ça tout au long de ma journée. Donc en fait c'est des micro-sessions, rarement plus d'1 heure d'affilée. Et voilà, ça répartit sur toute ma journée et toute ma semaine. Donc au final, quand on fait ça, on se rend compte qu'au final, on finit par faire des vêtements tous les jours. Donc je couds tous les jours, pratiquement. Après, ça m'arrive d'avoir des mois où c'est plus compliqué. Pour vous expliquer comment je m'organise pour coudre, il faut que je vous parle un petit peu plus de ma vie personnelle et de mon travail. Alors sans rentrer dans les détails, parce que je pense que c'est pas le point ici. Mais en gros, Franck et moi, on a une société, donc on est indépendants, on est à notre compte. Et donc on peut déjà moduler notre journée et l'organiser comme on le souhaite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'année dernière, on a pris la décision, enfin ça fait 1 an et demi plutôt, on a pris la décision de ne plus mettre Liam en nourrice, parce qu'on avait des soucis avec la nourrice. Et donc moi, j'ai réduit mon activité pour le garder. Donc c'est vrai que je dirais pas que j'ai plus de temps, mais disons que mon temps, il est organisé de manière peut-être plus souple hein, que quand j'étais salariée, que je devais aller en entreprise, etc., passer ma journée là-bas. Là, maintenant que je suis indépendante, déjà, c'est moi qui fais mon planning. Et en plus, j'ai levé le pied, donc quand même, ça me dégage quand même des temps que j'avais pas avant. Mais il ne faut pas s'imaginer que garder un enfant de 2 ans, ça vous donne liberté de fou. Bien au contraire, surtout que le mien, il est bien speed. Donc du coup, j'ai appris à composer avec ça.
D'où les temps de couture, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, etc. etc. Voilà. Deuxième chose, je pense que je couds vite. De toute évidence. Moi, mes sessions de couture, c'est... Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que ça me plaît. Ce qui m'empêche pas parfois sur certaines pièces de prendre le temps. Et je suis obligée de me calmer parce qu'en fait j'ai une habitude de débiter comme ça. Donc certaines pièces demandent d'être un petit peu plus concentrée et de se poser. Mais c'est vrai que je couds vite, je pense. Donc voilà. Et c'est vrai que je couds aussi, notamment pour les enfants, des pièces simples. Je me casse pas trop la tête. Alors ça m'arrive de leur faire plaisir et de me faire plaisir en leur cousant des pièces un petit peu plus complexes. Mais la majeure partie des pièces pour les enfants, c'est 20 minutes de couture, 30 minutes. Donc du coup, on a toutes 20 ou 30 minutes dans notre journée, j'espère en tout cas pour vous, à consacrer à ça. Et si vous commencez à prendre ce pas-là, vous allez voir que la dynamique, elle va s'installer et après, vous allez même plus y réfléchir, ça devient un automatisme. Quand je fais à manger, je sais que j'ai des temps de cuisson, je sais que j'ai des temps morts pendant ces temps-là, c'est automatique, je vais coudre. Plutôt que de m'affaler dans le canapé avec mon téléphone et d'être passif, en fait, je continue dans l'activité. Alors c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir une motivation à 100%. Parfois, on n'a pas l'énergie. Il y a des mois où j'ai pas l'énergie et il faut s'écouter aussi. Mais en gros, ça me booste de faire ça. Et quand je vois les pièces que je produis, en fait, ça me motive à continuer. Donc voilà. Une autre motivation, c'est mon stock de tissus. C'est vrai que souvent, quand je me mets devant mon stock, que je me dis, que je vois les coupons, etc., ça me motive beaucoup à entamer un nouveau projet. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est une vraie source de motivation à faire. Je pense que ce ne serait pas pareil si je devais acheter les coupons, attendre qu'ils arrivent, etc. Là, ils sont sous mes yeux et ça me motive beaucoup plus. Et parfois, voilà, je me lance des challenges. D'ailleurs, peut-être que je pourrais vous faire profiter un jour, mais je me lance des challenges où en fait je prends une pile et voilà, tu fais tout. Voilà, donc forcément, quand on a un challenge, on est beaucoup plus motivé et donc les pièces elles sortent. Une autre manière de m'organiser vis-à-vis de la couture, et peut-être ce qui me fait gagner beaucoup de temps aussi, c'est que je couds beaucoup par couleur. Donc une fois que j'ai enfilé mes cônes, mes fils, etc., je vais essayer de voir les coupons qui se ressemblent dans les gammes de couleurs et je vais en enchaîner plusieurs. Et aussi, vous l'avez vu, si vous me suivez, j'essaye de rentabiliser au maximum les coupons que je coupe. Donc si je me coupe quelque chose pour moi, je vais forcément faire quelque chose pour les enfants s'il me reste assez de coupons dedans. Et je trouve que c'est très très intéressant. Alors, déjà sur un plan de la consommation, parce qu'il n'y a pas de gâchis, parce que du coup sur un coupon, vous voyez quand vous coupez une manche par exemple, mais quand même assez importante, vous vous retrouvez avec un petit bout de coupon comme ça. Bon, si vous ne cousez pas pour les enfants, je ne vois pas trop ce que vous allez en faire. Moi, un bout de coupon comme ça, ça me permet de faire un dos et un devant, ou des manches, ou un short. Donc du coup, ces bouts de coupons inutilisés, moi, sont rentabilisés. Donc ça me permet de faire une transition parfaite sur est-ce que c'est rentable cette affaire? Est-ce que faire son dressing à la main, c'est rentable? Donc pour répondre à cette question, il faut déjà se demander mais qu'est-ce que ça veut dire rentable? La rentabilité, c'est quelque chose qui est finalement très subjectif. Il y a des gens qui vont penser rentabilité forcément vis-à-vis du coût. Il y en a d'autres qui vont penser vis-à-vis de la manière dont c'est fabriqué, vis-à-vis de est-ce qu'il y a eu un impact sur l'environnement quand j'ai consommé ça. D'autres vont penser que c'est le fait de porter le vêtement, parce que finalement acheter des vêtements pour ne pas les porter, c'est pas rentable. Donc si déjà vous portez les vêtements que vous achetez ou que vous confectionnez, on peut parler de rentabilité. Donc c'est vrai que la rentabilité, ça veut tout et rien dire. La rentabilité, pour moi, elle se situe à quel niveau? En fait, c'est pas très compliqué. Donc, je vous l'ai expliqué, j'avais des vêtements dans mon dressing que je ne pouvais pas mettre parce qu'ils ne m'allaient pas et que ça ne me convenait pas, que j'étais pas à l'aise dedans. Donc, déjà, ça, je considère que c'est un gros problème parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter quelque chose qui ne sert pas. Je trouve que c'est pas du tout rentable. 2, les vêtements du commerce, oui, sont pas chers, c'est vrai. On peut trouver des t-shirts à 5 €, on peut trouver des chemises à 15 €, certes. Mais le coût
le vrai coût de l'humain, de l'impact de l'environnement derrière, il est important pour avoir ce prix-là. Donc, est-ce que c'est rentable? Que si on regarde que par son petit prisme. Mais comme je vous ai dit, moi j'étant au fait de comment c'est fabriqué grâce à ce fameux reportage, la rentabilité pour moi, est-ce que j'ai envie de payer ce coût-là? Pas vraiment. Du coup, les vêtements du commerce, en un sens, n'étaient plus devenus rentables pour moi, pour ces deux raisons-là. Il faut savoir que, alors mon budget à moi, je serais incapable de vous le donner à l'époque. C'était un budget de fou. J'y consacrais beaucoup d'argent. Mais vis-à-vis des enfants, j'ai une idée un petit peu plus précise. Alors, de Mia, parce que j'avais pas Liam à l'époque. Mais Mia, j'ai des souvenirs. Donc moi, j'achetais beaucoup les fringues chez Kiabi pour les enfants. Et d'ailleurs, ils font des trucs très bien. Et j'ai entrevu la dernière fois des modèles éco-responsables. Ils sont en train de se lancer dans la mouvance. Donc voilà. Mais moi, je me souviens que Mia, on faisait 2 grosses commandes dans l'année. Donc une à la rentrée et une vers le printemps. Et c'était 250 à 300 euros à chaque fois. On lui achetait toute sa garde-robe là-bas, pratiquement, donc tous les basiques, mais aussi tout ce qui nous permettait de faire la saison, donc automne-hiver à la rentrée et printemps-été au printemps. Et du coup, je peux vous dire qu'on claquait donc facilement 600 euros par mois pour Mia. Et après, il y avait tous les à côté. Donc, le petit fringue machin que vous voyez chez Bidule, la petite fringue machin que vous voyez chez le truc. Donc ça, on va dire que c'est minimisé. Hein. Donc, on peut parler de 700 euros pour Mia. Et moi, j'achetais chez Kiabi. Hein. J'achetais pas chez du pareil au même ou au Kaiti, qui était quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, je sais à peu près le budget que je dépensais pour Mia. Vis-à-vis de mon budget tissu, je pense qu'on est bien au-delà. Très sincèrement, il faudrait que je fasse le calcul de cette année par exemple, si je prends une année complète, combien j'ai dépensé en tissu. J'espère que je ne vais pas vous choquer en disant ça, mais je pense que je dois avoisiner les 800 000 euros à l'année de tissu. Ce qui peut faire beaucoup pour certaines d'entre vous. Mais maintenant, si vous ramenez ça au fait qu'avec ces 800 euros, allez 1000 euros, on va dire, je vêtis toute ma famille, donc les 2 enfants, mon mari et moi, ça fait 250 euros par personne, quoi. C'est pas énorme. Enfin, en tout cas, moi, je considère pas ça énorme. Quand je vois déjà ce que je dépensais, ne serait-ce que pour Mia, ça me semble pas beaucoup. Donc du coup, si on ramène ça sur un plan purement pragmatique qui est le coût, je ne pense pas faire des économies en faisant de la couture, c'est même certain, mais je ne pense pas non plus que ça me coûte plus cher. Je pense que le budget, il s'est juste déplacé vis-à-vis des marques que j'utilise, c'est clair, mais c'est pas plus, c'est pas moins, je pense qu'on est à peu près pareil. Si on inclut dans ce coût des matières premières plus l'achat du matériel, l'amortissement du matériel, l'amortissement de toute la mercerie, je pense qu'on n'est pas, on le dépasse ce budget. Maintenant, moi, dans ma rentabilité, je vais intégrer une autre chose qui est le plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense jamais à mesurer. Mais souvent, quand j'achetais dans les magasins, c'était par compulsivité. Je me retrouvais avec des fringues qui me satisfaisaient pas vraiment, ou en tout cas quand c'était le cas, c'était quelque chose de très éphémère. Et je sentais bien que j'essayais de combler quelque chose. La couture, ça me permet vraiment de m'impliquer dans ce que je fais, d'avoir une vraie satisfaction. Ça fait maintenant 6 ans que je couds, j'ai toujours le même émerveillement quand j'essaye le vêtement, que je le passe et que je me dis mince, c'est moi qui l'ai fait, j'ai cousu ce truc là, j'ai choisi le tissu, j'ai choisi le patron, j'ai fait tous les ajustements pour que ça colle à ma morphologie. Je trouve que cet aspect là reste quelque chose d'assez magique, et ça même après 6 ans de la pratique de la couture. Donc, et j'espère que ça s'arrêtera jamais, et ça je l'avais pas avec les vêtements du commerce. Donc vis-à-vis de la rentabilité, on peut aussi intégrer le côté bonheur, le côté satisfaction qu'il y a dedans. Et là, je peux vous dire que ça dépasse mais largement ce que je connaissais en achetant dans le prêt-à-porter. Surtout que j'ai une morphologie qui n'est pas forcément évidente. Je suis petite, j'ai des formes.
Souvent, je rentrais pas dans les standards, vous le savez avec Guess par exemple, mais du coup, j'ai aussi ce côté-là de me dire enfin, j'ai des fringues qui me mettent en valeur. En tout cas, moi, je me sens mieux dedans. Et c'est ça l'important, c'est se sentir bien dans ses vêtements. Le regard des autres, c'est une chose, mais en fait, s'accepter aussi. La couture, moi, c'est rentable. Pourquoi? Parce que j'ai accepté mon corps. Alors certaines vont dire, oh mais attends, tu fais un 38, on n'a pas à être complexé pour ça. C'est pas vrai, on peut faire un 38 ou un 36 ou un 34 et être complexé. Ça n'a rien à voir, c'est pas le fait de son corps, c'est un complexe, déjà c'est très personnel et c'est psychologique à la base. Mais la couture, ça m'a permis ça aussi, c'est de me réconcilier avec ces complexes que j'avais et de s'en affranchir parce que les fringues du prêt-à-porter ne sont pas conçues pour nous. Ces fringues-là, elles sont conçues pour des standards qu'ils ont choisis, pour une morphologie idéale qu'ils ont choisie et qu'ils veulent mettre en valeur. Et rien qu'en ça, si je mets tout ça bout à bout, pour moi, coudre son dressing, oui, c'est rentable. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit chez Primark ou chez Kiabi un t-shirt pour 4 ou 6 euros, enfin voilà, on pourrait se dire, oui, mais enfin, quand tu achètes un jersey à 23 euros le mètre, tu n'y es pas. Oui, mais dans un mètre de tissu, même un jersey, allez, prenons l'exemple d'un jersey à 23 euros le mètre. Pour les enfants, par exemple, moi je vais caser un legging pour Mia, un t-shirt pour Mia et un soupul pour Mia et les manches d'un t-shirt ou le dos le devant d'un t-shirt pour Liam. Je me retrouve du coup en combinant comme ça les tissus, grosso modo avec un coupon d'1 mètre, donc 3 fringues quoi. Donc pour 23 euros, j'ai 3 fringues. Et d'une qualité que de toute façon, on va être clair, ces tissus à 23 euros dans le prêt-à-porter, ils y sont pas. Ou pas dans les marques que moi je consommais. C'est pas les t-shirts à 5 ou 6 balles. Là, on parle d'un t-shirt à 20, 30 euros pour les enfants. Donc, est-ce que c'est rentable? Moi, d'une certaine mesure, je considère que oui. Si je prends l'exemple de cet ensemble que je porte aujourd'hui, que je ne vous ai pas encore présenté, je vous le présenterai dans mon prochain podcast. En gros, c'est un coupon de 2 mètres. Et je l'ai rentabilisé en faisant un gilet veste et un short. J'ai une tenue pour 8 euros. Après, il y a le t-shirt, bien sûr, mais ça c'est un t-shirt fait main aussi. Moi, je trouve quand même que c'est assez intéressant et la chance d'avoir des enfants qui sont encore petits me permet de faire ça en fait. C'est-à-dire que dans un coupon de 2 mètres, je vais caser forcément quelque chose. Là, dans ce coupon-là, j'ai vu, il m'en reste des chutes, je pense que je peux faire un short pour Mia. Du coup, c'est vrai que quand j'achète des tissus, ça me fait aussi déculpabiliser entre guillemets en me disant que c'est vrai que le coupon, je le rentabilise au maximum. Voilà. Et ça me permet de créer des pièces qui sont intéressantes et pour moi et pour eux, mais aussi dans la réflexion qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui m'anime. Je réfléchis toujours à « Ah mais il me reste cette chute-là, qu'est-ce que je vais faire avec ?» quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Alors, du coup, concrètement, ça veut dire quoi ce défi de faire son dressing maison? Alors, je vous répète que je pars du postulat que j'avais plus que 20% de fringues dans mon dressing et dans celui de Franck, qu'on part de zéro. Donc, on est d'accord qu'il faut que je produise des pièces. Ça, c'est indéniable. Mais en gros, sur l'année 2021, alors j'ai essayé de répertorier toutes les pièces que j'ai cousues, mais je pense qu'il y en a plein qui sont passées à la trappe. Je n'ai pas revisionné mes podcasts pour voir... donc je pense qu'il y a des modèles qui sont passés à la trappe, surtout sur les enfants. Mais en gros, je vais vous donner les grandes lignes. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que je me dis que si vous souhaitez vous lancer dans le même défi que moi, peut-être que ça peut vous permettre de mesurer le nombre de pièces que vous allez devoir produire et de voir si vous êtes capable de produire ce nombre de pièces-là. Et en tout cas, de pouvoir avoir un ordre d'idée de ce que ça représente. Pour moi, donc on va commencer par moi, donc couture femme, j'ai cousu sur 2021 11 robes. J'ai cousu 8 pantalons, 7 jupes, 3 chemisiers blouses, 7 tops à manches longues, 13 tops à manches courtes, 8 tops bretelles débardeurs, 7 gilets pulls et 4 shorts. Donc, c'est quand même beaucoup de pièces.
Donc on parle quand même de 68 pièces. Franchement, je ne pensais pas autant avoir cousu pour moi. Donc 68 pièces. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, mais d'un côté, si vous ramenez ça au mois, ça fait, j'ai pris, donc ça c'est toutes mes coutures de l'année, hein. Ça fait 5,6 pièces par mois. Pour les hommes, j'ai cousu 2 pantalons, j'ai cousu 3 shorts, 5 sous-vêtements, donc c'est les caleçons. J'ai cousu un haut à manches longues, j'ai cousu 5 hauts à manches courtes et 5 pulls sweat. Ce qui fait 21 pièces. Ça fait donc une pièce et demie, allez 2 pièces par mois. C'est à peu près ce que je couds effectivement aussi pour Franck. Et vis-à-vis des enfants, alors là c'est là où il me manque des pièces, j'en suis sûre, mais ça peut vous donner un bon ordre d'idée aussi. Pour Mia, j'ai cousu 64 pièces. Donc ça me semble aussi cohérent vis-à-vis de ce que je vois défiler tout au long de l'année. Et pour Liam, 26. Donc c'est vrai que quand on voit ça, ça fait beaucoup dans l'année. Mais si vous ramenez ça à, comme je vous disais, déjà toute une année de couture et au fait que ce sont des pièces qui sont peu gourmandes en temps, en fait c'est possible. C'est possible et je ne suis pas une Wonder Woman. J'ai comme vous un emploi du temps qui est chargé avec tout un tas d'activités, voilà. Mais c'est possible, sincèrement. Et encore une fois, le secret, je pense, c'est la motivation. C'est vraiment le fait de le faire pour des raisons pragmatiques qui est le besoin de se vêtir. Je vous assure que ça rajoute à votre motivation. On n'est plus dans la passion, on n'est plus dans le loisir, le hobby. Ça devient quelque chose d'important, d'essentiel, comme de manger, voilà. Donc forcément, la motivation y est, donc le temps, on le trouve. Alors, est-ce que ce défi de pas consommer dans les magasins, nous avons réussi à le tenir? Pour les enfants, non. On n'a pas réussi à le tenir. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de leur acheter des doudounes pour l'hiver. Et c'est vrai que je me sentais pas et j'avais pas l'envie pour le coup de coudre ce type de matière avec des épaisseurs importantes, avec le fait en plus de la contrainte qu'il faut être sûr que l'air passe pas, qu'ils aient bien chaud, etc. Les poches, les trucs, les machins, j'ai dit non, il faut pas non plus être excessif dans cette démarche. Faut rester cool quand même. On peut acheter des pièces comme ça du commerce qui soit vous gonfle à coudre ou soit vous semble trop complexe, on n'est pas non plus... Donc du coup, nous avons acheté 3 doudounes. Une doudoune pour Liam, une doudoune pour Mia et un manteau pour Mia. Donc voilà pour les enfants. En ce qui concerne les adultes, on n'a pas acheté du tout de fringues pour nous. Je ne vais pas vous dire que la tentation y est pas. Mais en fait, systématiquement, quand j'ai vu une fringue qui me faisait plaisir, je me suis dit, fais-la toi. Ça t'ira mieux, tu pourras faire tous les ajustements que tu veux, tu peux changer ce petit détail qui te plaît pas dessus. Donc du coup, j'ai pas de frustration. Mais vraiment, et je vous le dis vraiment en toute sincérité, je suis pas là pour vous raconter des cracks. Donc voilà, j'ai pas de frustration, bien au contraire. Et j'ai pas ressenti le besoin d'aller dans les magasins pour m'acheter des pièces. Pour Franck, c'est pareil, on n'a pas craqué, on s'en est tenu à notre plan. Pour compléter ma rétrospective et mon petit bilan de l'année, il y a des pièces qui m'ont marquée, que j'ai cousues pour moi. Il y a la robe Burda, la robe longue avec les bretelles torsadées. Forcément, ça a été un choc pour moi. La jupe Burda aussi avec les volants, je l'adore, elle est vraiment géniale. Maintenant, pour être tout à fait sincère, je ne l'ai pas beaucoup portée. Il y a des pièces comme ça que j'ai cousues, je me suis fait vraiment plaisir, c'était vraiment très satisfaisant à coudre et le projet était vraiment très intéressant, mais que j'ai pas beaucoup porté. Donc c'est vrai que l'année prochaine, j'aimerais plus porter ces pièces-là. Sinon, j'ai vraiment tout mis. Sans exception, j'ai vraiment tout mis.
Tout ce que je vous ai présenté, vraiment, je le porte. Et ça, pour moi, encore une fois, porter mes fringues du dressing, c'est un vrai challenge parce que c'était pas le cas avant. La pièce que j'ai le plus cousue, c'est une pièce que je vous ai pas présentée. C'est un t-shirt de chez Burda que j'ai hacké. Je vous l'ai présenté sur Insta parce qu'à l'époque j'avais pas ma chaîne YouTube. Je l'ai décliné en plein de versions. J'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes avec moi. Il y en a certaines que je vous ai présentées, mais d'autres que vous ne connaissez pas, que je vous présenterai sur mon podcast. Et puis d'autres que je vous ai carrément pas présentées. Cette version-là, je ne vous l'ai pas présentée. Mais en fait, des fois, je me bride toute seule. Je sais pas. Il y a certaines fringues que je vous montre pas parce que je sais pas, je les considère pas ouf. Donc peut-être à tort, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a des pièces que là, par exemple, celle-ci, vous la connaissez pas. Celle-ci non plus, je crois pas. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai le plus cousu et que j'ai le plus porté aussi. Parce que c'est un t-shirt qui est facile à associer et qui est décontracté, dans lequel je me sens bien. Donc c'est la pièce que j'ai le plus déclinée. Dans les pièces que j'ai le plus aimé coudre, généralement les pièces que j'aime le plus coudre, c'est quand je couds pour les autres. Parce que c'est une démarche qui, je trouve, en fait, quand on coud quelque chose pour quelqu'un d'autre, on pense à la personne quand on coud. Et du coup, j'aime bien faire ça. Et c'est vrai que une des coutures qui m'a le plus marquée, c'est la petite robe que j'ai cousue pour Mia avec les volants, la robe Fairy Wings. Les deux versions que j'ai cousues, vraiment j'ai adoré le faire. Celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le chino de la souffrance. Bien entendu, ce chino, on va pas revenir sur la question, mais voilà, je pense que c'est la pièce qui m'a le plus retourné le cigare. La pièce qui m'a le plus surprise, c'est la robe à encolure carrée. J'avais pas ces attentes-là vis-à-vis de cette robe. Et quand je l'ai cousue, c'est vrai que, bon, je voyais une petite robe en jersey. Et les robes en jersey du commerce, j'avais arrêté parce que ça m'allait pas. Jamais. Donc du coup, j'étais plutôt partie sur un fail dans ma tête. Et sincèrement, quand je l'ai cousue et que je l'ai essayée, c'est celle qui m'a le plus surprise. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Si par hasard vous avez envie de coudre notamment pour vos enfants, parce que les vêtements pour les adultes, vous avez votre dressing actuel qui va vivre, qui va évoluer, mais qui reste quand même votre base. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment de conseils sur les quantités, quoi coudre, enfin il y a plein de livres qui vous l'expliquent, il y a plein de youtubeuses qui vous l'expliquent. Qui mieux que vous pour savoir ce que vous avez besoin? Par contre, pour les enfants, ça peut être un peu déstabilisant si vous n'avez pas l'habitude. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal à me rendre compte de ce que j'avais besoin comme pièce pour fonctionner toute l'année pour les enfants. J'ai constaté que 10 leggings, c'est le minimum. Alors, je vous ai parlé de tout ce que j'ai cousu pour Mia, mais elle a tout son stock de l'année d'avant, que je lui ai cousu aussi, qui a évolué. Et vu que les tissus sont de meilleure qualité, il persiste. C'est pas d'une année sur l'autre, vous les jetez. Bien au contraire. Donc moi, elle a aussi du stock de ce que je lui ai cousu avant. Et qui, alors pour les leggings, par exemple, ils arrivent au niveau du mollet. Ça fait un petit corsaire pour l'été. Et les pièces, généralement, je les couds un tout petit peu plus longues pour que je puisse les mettre la saison suivante, vous voyez, ou la saison d'après, l'année prochaine, etc. Donc c'est vrai qu'elle a un stock quand même important de fringues, mais pas que de cette année. Elle a aussi du reliquat de l'année dernière. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pour les enfants, 10 leggings, c'est la base. Que ce soit fille comme garçon. Leggings Mia, leggings serrés. Liam, c'est un pantalon qui s'appelle Gridix, qui est plus ample pour bébé, etc. C'est très bien. Mais 10 pièces, c'est très bien. Je vous conseille de partir sur des couleurs neutres pour pouvoir les associer facilement sur les pantalons. Faites votre stock de 10 unis en partant sur des basiques noirs, gris, beige, marron, gris anthracite, vous voyez, plusieurs nuances de gris, du bleu marine,
du rouge foncé, enfin voilà, ce type de basique là, vous les faites tous les 10. Et après, vous pourrez vous amuser sur les motifs, parce que là, c'est vraiment sympa et c'est super fun. Mais vraiment, ce socle-là de base, c'est ce qu'il faut pour les petits. En termes de t-shirt manche courte, manche longue, je dirais 12 de chaque. 12 de chaque parce que les petits se tachent, les petits voilà, vivent avec leurs vêtements et donc il y en a besoin beaucoup plus que des pantalons, donc vous allez les changer souvent et c'est vrai que 12 c'est un bon socle. Les pulls, les gilets, moi Mia j'arrive à fonctionner avec 5-6 gilets et des sweats pulls, elle en a 3-4 et ça marche bien. Vis-à-vis des culottes, j'ai cousu les culottes de Mia. D'ailleurs que j'ai pas compté là, mais il y a les culottes. J'ai remarqué que 14 c'est bien. 14 c'est bien, ça fait 2 semaines en fait de culottes. Donc vous êtes vraiment confort avec 14 culottes. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre comme type de pièces? Les robes pour Mia, j'en ai 8 ou 10. C'est suffisant. 8 ou 10 par saison. Donc 8 d'été, 8 d'hiver, ça marche bien. J'ai pas trouvé qu'elle a manqué, bien au contraire. Vraiment, comme ça permet d'avoir toujours le choix dans les vêtements qu'on y met. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les shorts aussi pour les petits. Donc les shorts pour Mia, je lui mets... en fait, l'avantage pour les filles, c'est qu'on peut leur mettre aussi l'été avec l'hiver avec des collants. Donc du coup, les shorts, j'en couds beaucoup, notamment en suédine. Ça me permet de faire printemps-été, enfin printemps, automne, hiver. Donc ça, c'est vraiment rentable de coudre des shorts en suédine pour les petites filles. Et des shorts, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et je pense qu'avec 5-6 shorts, vous êtes bien. Une pièce que j'ai rajoutée à mon stock de vêtements enfants que j'avais pas l'année dernière, c'est des pantalons fluides pour Mimi. C'est vraiment super parce que ça me permet d'utiliser les chutes de mes coupons de viscose, de crêpe. Vis-à-vis de leurs besoins en manteau, j'ai fait 2 imperméables, donc un pour Mia, un pour Liam il y a 1 an et demi. Et en fait, je les avais fait plus longs et je retroussais les manches. Du coup, ils les ont mis encore cette année. Du coup, c'est le seul besoin que j'ai eu. Elle avait des petites vestes du commerce qu'on lui a offert pour son anniversaire. Donc ça m'a permis de faire la liaison. Mais c'est vrai que je pense qu'un imperméable et 1 ou 2 petites vestes voilà, pour faire la mi-saison, c'est pas mal. Plus une doudoune pour l'hiver. Pour l'année prochaine, vis-à-vis de mes besoins en vêtements, écoutez, j'ai pas mal de pièces en tête. J'ai plein de projets que j'aimerais faire. Je vais continuer dans mon socle solide de basique, tout en continuant à coudre des pièces qui me font vraiment plaisir, dont j'ai vraiment envie et qui viennent voilà, un peu pimper mon dressing. Pour Franck, on continue tranquillement à lui refaire aussi son stock. Donc voilà, donc je pense qu'on va continuer sur le même nombre de pièces par podcast, hein, donc peut-être 2-3 pièces par mois. Donc voilà. Vis-à-vis de l'année prochaine, je ne sais pas si je vais garder le format podcast comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je prends un mois et je vous montre mes coutures du mois parce que j'ai de plus en plus de mal à trouver le temps de tourner, de monter, ça me prend beaucoup de temps. Du coup, parfois je rate des mois et je me retrouve, par exemple, typiquement là, le podcast du mois d'octobre, je vous l'ai publié, on était début décembre je crois, ou fin novembre. Et là, je dois faire novembre, je suis dans les choux, donc il faudrait que je fasse novembre-décembre. Enfin bon, ça commence à s'emballer un peu cette histoire, parce que j'ai moins de temps à consacrer pour ça, parce que ma priorité, c'est toujours la couture. Donc je sais pas, je vais réfléchir l'année prochaine peut-être à faire des thématiques par saison ou par type de vêtements. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à ça. Donc voilà, je pense qu'il est temps de dresser la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop barbante pour vous. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de vous expliquer aussi un petit peu plus ma démarche, vous permettre un petit peu de mieux comprendre comment j'en viens à coudre autant de pièces et pourquoi. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou sur Instagram, je réponds toujours et je vous remercie aussi pour votre soutien, pour vos commentaires, c'est très important pour moi, c'est aussi pour ça que je crée cette chaîne, c'est pour qu'il y ait un échange. Donc voilà, je tenais à vous remercier sincèrement pour tout votre soutien qui m'apporte beaucoup au quotidien.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. You